Bonjour et bienvenue à l'épisode 227 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de votre organisation. Avec cette série estivale qui nous donne l'occasion de se replonger dans quelques-uns des épisodes clés diffusés au cours des 4 dernières années, nous vous proposons de réécouter l'épisode 186 où Thierry Pic nous parle du rôle du management dans l'innovation. Cette conversation offre une réflexion stimulante et elle met en lumière l'importance d'une équipe soudée, d'un management flexible et d'une culture d'entreprise favorisant l'apprentissage continu et la remise en question. En s'inspirant du monde du sport et en appréhendant les enjeux de l'innovation, il est possible de créer les conditions d'une réussite durable et responsable. Vous trouverez en description les liens pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Bonne écoute! Thierry Pic est docteur en gestion et professeur en management et ressources humaines à l'EM Lyon Business School, où il exerce une triple activité d'enseignement, de recherche et de conseil dans le domaine de l'innovation managériale et de la transformation des organisations. Il a également été directeur de l'innovation de 2017 à 2020 pour cette même école, ainsi que créateur du SILEX, le laboratoire d'innovation d'EM Lyon de près de 1000 m², après avoir été directeur académique de la faculté et de tous les programmes diplômants de 2014 à 2018. Notons qu'il est aussi cofondateur de Act for Talents, une société à mission. M. Pic a également une expérience longue et diversifiée en tant que consultant en organisation à la fois à Paris et à Genève, spécialisé aussi dans la formation pour les entreprises internationales. Il a de ce fait conçu et animé de nombreux programmes de formation continue pour des entreprises françaises et internationales et a animé bon nombre de learning expéditions thématiques pour des dirigeants, que ce soit aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Indonésie, en Israël ou en Scandinavie. Terminons en disant que Thierry Pic a également assuré en parallèle des responsabilités en tant que président du comité d'orientation de l'École de l'air de Salon de Provence, membre du comité scientifique de Business Digest, directeur de la collection d'études de cas Histoire d'entreprendre, administrateur du Village by CA, Crédit agricole Centre-Est, et finalement officier de réserve dans l'armée de l'air française. Il a publié de nombreux ouvrages et articles académiques et professionnels dont nous voulons surtout souligner l'excellent Manager une équipe projet dont la 5e édition est parue chez Duno en 2022 et tout récemment Dans la tête des champions, toujours chez Duno, paru en 2024. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Pic. Bonjour Jean-François, enchanté. Monsieur Pic, dans un premier temps, j'aimerais vous questionner sur le management d'équipe. Si c'était facile, ça se saurait. Une équipe, c'est un peu comme une entreprise, ça évolue, ça grossit, ça rétrécit, ça a des hauts, ça a des bas. Mais qu'est-ce qui distingue, premièrement, une équipe d'une collection d'individus? Alors je dirais qu'une équipe, c'est un peu comme dans la grande cuisine, vous savez, il y a des ingrédients. Moi, j'en ai identifié 5 qu'on trouve normalement dans toute bonne équipe. Et puis les ingrédients ne suffisent pas, il faut la recette, il y a peut-être d'ailleurs plusieurs recettes, et puis il faut surtout le tour de main du grand chef ou du manager ou du coach qui va créer son propre savoir-faire pour créer un plat et une équipe performante. Alors les 5 ingrédients qu'on va trouver normalement dans toute équipe, j'appelle ça les 5 C, c'est facile à retenir. D'abord c'est le commun, qu'est-ce qu'on partage ? Pour moi, c'est le projet. Par exemple, il n'y a pas d'équipe sans projet partagé. Donc, qu'est-ce qui est en commun dans cette équipe ? Il y a évidemment des compétences. On n'a pas de bonnes équipes de sport sans bons joueurs ou de bons orchestres sans bons musiciens. Donc, des compétences individuelles nécessaires. Il y a un minimum de coordination et donc d'organisation pour jouer au même jeu au même moment. Donc, des règles, des outils, des processus, etc. Il y a un minimum d'appartenance et pour moi, c'est du clan, de la communauté. De l'esprit d'identité, de cette appartenance à cette équipe qui signifie quelque chose. Et puis le dernier C, c'est le C de la coopération. On va mettre chacun son talent, ses compétences au service de ce projet collectif, en interagissant, en se complétant, en créant des liens entre les uns et les autres. Quand vous avez ces ingrédients-là, ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais vous avez en tout cas les constituants de base pour créer votre propre recette
pour aboutir à l'équipe de vos rêves en fonction de vos objectifs. Et vous avez utilisé la métaphore culinaire. Après ça, ça prend des bons outils, donc les bons plats, les bons chaudrons. Je vais trahir mon origine québécoise, les chaudrons, le poêle. Donc le gaz aussi ou ça. Donc il y a un petit plus et le savoir-faire, comme vous dites, le savoir-faire du manager. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette je ne veux pas dire baguette magique, mais ce savoir-faire-là, en quoi il consiste? C'est là qu'on est dans le domaine, pour moi, de l'art du management, c'est-à-dire qu'on sort des éléments rationnels. Et ce savoir-faire, c'est d'abord l'intuition, la sensation, le ressenti de ce qui est en train de se passer dans l'équipe à un moment donné, ce qu'on appelle la dynamique collective, vous voyez, qui est plus quelque chose qu'on sent, qu'on mesure vraiment par des KPI. Et puis, je dirais, la capacité aussi à faire en sorte que cette dynamique de l'équipe, elle soit adaptée à la situation, au projet ou au moment. Et donc, c'est donc pour ce manager cuisinier, là, une vigilance permanente, l'idée même de refuser qu'il y ait des réponses absolues, permanentes, etc., mais plutôt l'art du questionnement et l'art de se poser toujours la question de l'adéquation de ce qu'on est en train de construire avec la situation, l'enjeu et l'objectif. Et c'est là qu'il y a un peu un art. On peut bien sûr s'inspirer, mais je crois que chacun doit créer sa recette et son savoir-faire. Ouais. Dans votre livre sur le management des équipes projet, vous proposez 4 dimensions pour évaluer la performance d'une équipe. Le premier, la production effectuée. Le deuxième, le processus mis en œuvre. Ensuite, l'apprentissage collectif et le développement personnel. Est-ce que ces 4 dimensions, premièrement, est-ce que vous les voyez évoluer ou surtout, est-ce qu'elles sont à prendre à part égale ou il y a une pondération? Moi, j'aime bien que mes collaborateurs ou mes élèves pondèrent, fassent des choix dans ces critères d'évaluation. Hein? Et je voulais vous entendre sur comment vous voyez cette évaluation-là de la performance au-delà de... alors, on parle de cette partie KPI. On parlera peut-être pas de la partie plus... entre guillemets, humaine, plus instinctive, mais au moins sur les 4 KPI, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous recommandez? J'ai créé ce modèle parce qu'on est trop centré très souvent sur le résultat, indépendamment de comment on obtient ce résultat. Donc ce petit modèle très simple, pour moi, il me dit que derrière une production collective, il y a autre chose qu'un résultat, évidemment qui est important, mais vous voyez, quand je travaille avec des étudiants, par exemple, le projet que je leur donne, le résultat est moins important que l'apprentissage individuel que eux-mêmes vont développer. Donc là, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça qu'il faut toujours se référer à la finalité et à l'objectif, là, ce qui m'intéresse, c'est plus du développement individuel que le résultat du projet lui-même. J'ai travaillé beaucoup avec des équipes d'innovation. Ce qui est intéressant pour des équipes d'innovation, on sait bien que tous les projets d'innovation ne réussissent pas. Donc là aussi, c'est moins le résultat, est-ce qu'on a sorti une innovation ou pas, que par contre, l'apprentissage collectif qu'on va créer et qui va pouvoir nous permettre d'être peut-être plus performants dans le prochain projet. Vous voyez ? Et donc, je conseille à mes dirigeants d'avoir des KPI orientés sur l'apprentissage collectif plus que sur la réussite ou pas du projet d'innovation. Voilà, quand on crée une équipe, quand on prend une équipe de sport collectif, de football ou de basketball au démarrage d'une saison, ce qui compte, c'est plus de mettre en place un plan de jeu, une façon de jouer. Donc cette fois-ci, c'est le processus qui est plus important, le comment on joue, même si au début de saison, on va perdre quelques matchs. Vous voyez ? Et on peut avoir gagné des matchs en ayant très mal joué, on peut avoir perdu des matchs en ayant très bien joué. Donc là, les coachs s'intéressent bien plus souvent au process qu'au résultat lui-même. Donc vous voyez, je pense que là aussi, vous allez me dire, j'emploie beaucoup le mot « ça dépend », mais ça dépend de l'objectif, ça dépend du contexte. Encore faut-il être conscient de qu'est-ce qu'on veut mesurer et sur quoi on veut mettre l'accent. Donc oui, il y a une pondération. Quand j'ai un projet business où il faut réussir à tout prix, je vais mettre 100% de pondération sur le résultat, mais il faut vraiment que cette pondération, elle soit vraiment référée à l'objectif et le contexte. Elle soit contextualisée, elle est contingente. Donc c'est un peu ce qu'on dit sur le podcast. Donc ça me fait toujours plaisir quand il y en a qui répètent ce qu'on dit sans qu'on leur demande de le faire. C'est extraordinaire. Alors si je peux me permettre, il y a une organisation que j'ai vue qui pondère les 4 de la même niveau et avec autant d'importance, c'est les forces spéciales militaires, des équipes commando, qui doivent absolument réussir leur mission. Aucun échec possible, donc résultat obligatoire. Absolument mettre en évidence les points de développement des individus.
absolument dégager de l'expérience collective qu'ils ont vécue pour pouvoir la passer à d'autres, et Oui. absolument réfléchir à leur processus pour pouvoir là aussi être intégrés dans de nouvelles méthodes. Donc moi, c'est l'organisation qui m'a le plus bluffé par rapport à cette Ouais. capacité à mesurer les quatre en même temps. Ouais. On commence à s'intéresser à ça. Le monde du management civil commence à s'intéresser à ce que font les forces spéciales, les Navy Seals, et parce que on voit bien que il y a eu quelques bouquins là-dessus aussi qui ont été écrits par des vétérans ou par ceux qui ont après leur carrière dans les forces spéciales. Et moi, je trouve ça particulièrement pertinent. Pourquoi? Parce que dans certains cas, les conditions d'engagement, elles sont strictes et elles ne changeront pas. Donc, il faut trouver une façon ou un processus ou une méthode adaptée à ces conditions, à ce cadre d'intervention qui, pour eux, des fois, est très, très, très strict. Donc, et il y a un enjeu majeur qui est la survie. On est dans un enjeu de vie ou de mort. Donc, vous voyez que ça tend un peu les choses aussi. Ouais. Non, l'incitatif, c'est survivre. Moi, je trouve que c'est très puissant et ça doit être passionnant. Donc, je reviens un peu parce que j'aime beaucoup cette question-là des processus mis en œuvre. La plupart des gens, on va se focusser ou on va se concentrer sur la production ou le résultat. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à mesurer. Et puis, je reviendrai un peu à cet aspect-là tout à l'heure. Mais vous parlez des processus mis en œuvre parce que je pense que c'est une clé importante parce que les mêmes méthodes donnent souvent les mêmes résultats. Donc, de temps en temps, quand on se fait face à l'échec, on doit prendre du recul et c'est peut-être pas la faute des gens, mais de la méthode utilisée. Donc, un autre intervenant sur ce podcast récemment mentionnait que c'est surtout la transparence de ces processus qui importe et qui contribue à un environnement favorable à la performance. Pourquoi cette question-là des processus mis en œuvre est si importante selon vous? Alors moi, je parlerai pas de transparence, je parlerai de conscience. Prendre conscience de la façon dont on fait les choses. C'est-à-dire, évidemment, les communiquer, en parler, donc les rendre transparents quelque part. Je pense qu'effectivement, le rôle du manager, c'est pas forcément lui qui mène l'action. C'est pas le coach qui est sur le terrain, qui joue. Vous voyez, le rôle du manager, moi je le compare à un jardinier. Il doit créer un terrain favorable à l'éclosion de la performance, de la motivation et de l'engagement de ses collaborateurs. Donc pour ça, l'arme du manager, c'est le processus. C'est le comment on va s'y prendre, la méthode, on pourrait dire, si vous voulez, en espérant que cette méthode, elle crée un résultat favorable. Mais plus on est capable de rendre explicite, prendre conscience de la méthode, plus on est capable de s'améliorer de façon continue, de réviser sa méthode, de réviser ses gammes, plus on va générer, je pense, de la performance durable, sans forcément être garanti à 100%. Dans le monde du sport, on gagne jamais toujours tous les matchs, voilà. Non. Par contre, en permanence, faire des retours d'expérience après les matchs ou après les actions, préparer le match suivant, tout ça, pour moi, c'est un processus. Vous voyez, préparer, agir et tirer des enseignements, c'est un processus. Plus on devient bon dans ce processus-là, plus on maximise nos chances d'avoir créé un environnement propice à la performance. Et je pense qu'il y a un vrai apprentissage. Et donc ça, c'est pour moi le rôle du manager. Je pousse encore plus loin par cette question d'équipe parce que l'agilité fait grand cas du concept d'équipe auto-organisée. On commence à s'intéresser à ces questions-là et les agilistes sont souvent, je ne veux pas dire en opposition, mais se distinguent des prévisionnistes ou des prédictifs en termes de management de projet. On va prévoir et ensuite on exécute. Les agilistes disent on va réduire ça à une très très courte période, la période de prédiction, mais on va surtout faire beaucoup de petites périodes. Les agilistes sont pas les premiers à prôner que les équipes auto-organisées sont souvent les plus performantes. Pourquoi s'intéresser à l'auto-organisation et est-ce une panacée ou une solution à tous nos problèmes? Pour moi, l'auto-organisation, elle devient de plus en plus importante parce que dans un environnement incertain, on ne peut rien prévoir. C'est souvent les acteurs du terrain les plus proches de l'action qui sont capables d'avoir les réponses les plus rapides et les plus pertinentes quelque part. Donc attendre une prescription, attendre un ordre, attendre une consigne alors qu'il faut agir vite, ça devient un petit peu plus compliqué. Maintenant, pour pondérer mon point de vue, je pense que les équipes auto-organisées ne sont qu'un modèle parmi plein d'autres. Donc il faut aussi se méfier de la recherche du modèle idéal qui serait que toute équipe doit être auto-organisée. Moi, je pense que donc c'est une question de curseur. Je pense qu'on peut plus être dans un extrême du modèle où on va expliquer de A à Z comment faire et on va juste avoir des exécutants.
Mais on a un danger aussi d'une équipe complètement auto-organisée, complètement autonome, voire indépendante, qui fait ce qu'elle veut dans son coin. Donc je pense que c'est une question de curseur. Et pour moi, la vraie question, elle est pas dans est-ce qu'il faut des équipes organisées, auto-organisées ou pas. Elle est dans l'équilibre entre le cadre qu'on va mettre, les règles du jeu, les objectifs, ce qui est prescrit quelque part, et l'autonomie qu'on va laisser à l'intérieur de ce cadre, avec de l'auto-organisation, mais qui n'est pas, sans frontières et sans limites. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Monsieur Pic, vous venez de publier Dans la tête des champions, et on sort de cette période olympique qui a été extraordinaire. 18 récits pour s'inspirer des sportifs de haut niveau. Le sport de haut niveau est particulier en ce qu'on voit les résultats immédiatement. Ils sont aisément quantifiables. La compétition est aussi féroce. Pourquoi regarder dans cette direction plutôt que dans une autre, du côté de l'innovation technologique ou du côté de l'économie sociale et solidaire, par exemple? Juste comme ça. Alors, d'abord parce que le sport est attractif, et donc attire l'attention. C'est aussi un outil universel qui parle au monde entier, quelque part, et qui nous permet de nous décentrer dans l'entreprise aussi de nos, justement, sujets habituels. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est moins ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le projecteur mis sur les médailles, sur les victoires, On est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est tout le principe de l'ouvrage Dans la tête des champions, c'est la trajectoire des gens, des champions, qui les ont amenés à être finalement médaillés, victorieux, etc. Et donc leur parcours de vie, leurs difficultés, leur résilience, la façon dont ils ont construit finalement une volonté, et on va trouver un certain nombre d'ingrédients qui sont assez communs finalement, des gens qui ont réussi à passer des obstacles, qui ont fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Et je trouve que ça s'adapte à tout un chacun. Tout le monde finalement vit des difficultés, des épreuves, etc. Doit utiliser ses ressources personnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, etc. Et je trouve que au-delà de l'aspect attractif du sport, il y a une confrontation justement à cette notion de performance, un peu en permanence, qui nous permet de dire que le talent ne suffit pas. L'apprentissage qu'on va faire tout au cours de sa vie, les relations qu'on va nouer, les supports qu'on va trouver, ce qu'on va mettre en place, si j'y reviens comme condition. Les sportifs illustrent assez bien cette capacité à devenir des champions, et je pense que chacun peut devenir le champion de sa vie ou le champion de son projet en s'inspirant, sans vouloir copier, en s'inspirant de ses parcours de vie des sportifs. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà, c'est plutôt la trajectoire que le résultat. Si je me permets de paraphraser, ce qui vous intéresse dans l'œuvre de Picasso, c'est pas tant les toiles ou les céramiques ou quoi que ce soit, c'est comment il arrive à produire ce genre de choses exactement. Et je suis d'accord avec vous sur cette question-là du sport, parce qu'on peut pas se cacher du résultat. Donc, et ça, en quelque part, selon moi, ça facilite la prise de conscience, entre guillemets, collective sur, et après, encore faut-il en tirer les leçons ou faire un diagnostic objectif. Dans le sens d'objectivité, et non pas un diagnostic subjectif. C'est la faute de, c'est à cause de. Non, en réalité, il y a toujours multiples causes et des. Et d'où l'intérêt de revenir sur le process. Sur le comment on a obtenu ce résultat et comment on peut améliorer ce process pour obtenir de meilleurs résultats après. Peut-être pas assez de ça, un peu plus de ça, ou changer telle méthode à l'intérieur et voir le process comme l'ensemble et non pas juste un ensemble de petits processus qui sont vus. Exactement. Alors, on a parlé de force spéciale tout à l'heure, on parle de sportifs de haut niveau maintenant, mais pour moi, vu de ma fenêtre, où j'avais pas le don de faire du sport de très haut niveau, j'en avais d'autres, mais sont-ils pas des gens très disciplinés, ou dans ma vision à moi, ce sont des gens très disciplinés? Autrement dit, et pour moi, discipline implique contrôle de son agenda, de son alimentation, de son entraînement, de son repos. Or, on en a parlé tout à l'heure, contrôle et adaptation à un environnement complexe et imprévisible, ça fait pas toujours bon ménage. Où est-ce qu'on trouve l'équilibre? C'est là que je me permets de pas vous suivre tout à fait. Je pense qu'au contraire, c'est essentiel que les deux fassent bon ménage. J'aurais pas parlé de contrôle, mais j'aurais parlé effectivement de discipline, de rigueur, d'exigence, de recherche d'excellence en permanence. Ça caractérise les militaires ou les sportifs de haut niveau. Et c'est Aristote qui disait que l'excellence est une habitude.
Et ce que Ouais, développent ces gens-là, c'est la capacité à mettre un niveau d'exigence tous les jours dans tout ce qu'ils font, de façon ouais, répétée, comme un entraînement sportif en fait. Et du coup, quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de contrôle. Ça devient une habitude, ça devient une façon d'être, une façon de vivre, etc., qui vous amène de la rigueur, de la discipline dans tout ce que vous faites. Et ouais, où c'est pas antinomique qu'avec l'adaptation, c'est, moi j'ai beaucoup observé des champions et des parcours de sportifs. Ce que j'observe chez tous les sportifs, c'est la capacité à un moment ou à un autre à se remettre en question, à se remettre oui, en cause, à créer oui, de la rupture dans l'environnement, changer d'entraîneur, changer de club, etc. Et donc être en permanence quasiment en danger, en oui, situation de nouveau de se réadapter. Et oui, donc, je trouve que la base de l'exigence du travail, de la discipline, elle va de pair avec la remise en cause, le questionnement, le changement. Et le sportif qui est trop dans sa routine ou qui est pas assez dans sa discipline et dans sa rigueur, quelque part, c'est pas lui qui arrivera à être champion du monde ou champion olympique. Vous voyez, oui. donc je les mettrais comme deux éléments indissociables, en fait, de la Ouais, ouais, performance. d'accord. Ouais, et vous êtes le premier à le présenter comme ça, et ça me fait très, très plaisir de l'entendre. Et ça me fait revoir ce saut de Monsieur Duplantis au Oui, Stade de France il y a quelques oui, semaines. À son troisième saut, il va la passer. c'est ça, Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête entre le deuxième et le troisième? Je c'est ça. paierais cher je paierais très cher pour me mettre derrière ses yeux comme ça et dans sa tête pour écouter tout ce qui se passe. Et ce qui est très Euh, intéressant, si vous me permettez, on a l'impression que c'est facile à le voir sauter, hein, donc que le talent ouais, suffit. Surtout ouais, pas. Quand je non, parlais non. d'exigence, de rigueur, de travail, du plantisme, mais comme les autres, il a sauté 3 fois plus, c'est un bourreau de travail, donc il faut pas croire non plus que c'est magique et que le talent Hmm, suffit, hein. Ça ouais, n'existe pas, ça. non, non, j'en doute pas. Et on voit bien, j'aime bien le saut à la perche parce qu'on peut voir à la fois la technicité parce que c'est pas toujours aussi rapide que, par exemple, Oui, le saut en longueur ou le triple saut. Ouais, le triple saut, c'est une bonne façon de le voir aussi. On voit bien un peu l'élément technique qui devient facilitateur de performance ou qui permet la performance. Euh, on attribue à Peter Thiel cette expression: toute innovation est systématiquement battue par l'exécution parfaite de la solution qu'elle cherche à remplacer. J'aime beaucoup parce que je suis québécois vivant en France, donc je fais très attention aux mots et au sens des mots qui dans les langues, c'est pas toujours la même chose. Et je veux vous entendre sur cette expression-là. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de vrai ou c'est tout à fait à relativiser parce que la perfection, c'est très rare? pour être très honnête avec vous, j'ai pas compris en fait cette phrase, Ouais, parce que pour moi, innovation veut dire essai-erreur, expérimentation, ouais, options possibles, ce qu'on appelle aussi je cherche le mot, le prototypage, les scénarios incomplets, les produits qui sont mhm, mal finis, etc., etc. Donc je trouve que l'innovation ne peut pas rechercher la perfection. D'abord, on ne sait pas ce que c'est que la perfection et elle est sûrement pas de ce monde puisqu'elle est très ouais, relative en fait on quelque est part, d'accord. hein, Ouais, et très contingente. Ce qui est parfait pour l'un ne l'est pas pour l'autre, etc. Et je pense que justement l'innovation, c'est l'art de faire des choses pas bien. Vous ouais, voyez, c'est l'art d'essayer de se tromper, d'avoir un produit qui est mal ficelé, qui est mal. Et regardez le développement des logiciels, c'est fait par des logiciels qui ne fonctionnaient pas vraiment bien, et c'est ouais, les clients et c'est les utilisateurs qui mettaient en place les améliorations. ouais, Donc, alors, c'est un peu déroutant parce qu'on aime bien faire les choses correctement, du premier coup. On nous a beaucoup éduqués comme ça, en tout cas nous ouais, en France. Et en ouais. fait, il faut apprendre à se tromper et à co-construire et à faire avec d'autres. Donc je pense que l'innovation, le mot opposé pour moi à innovation, ce serait justement perfection. D'accord. Alors je sais pas si je rejoins la définition que j'ai pas tout à fait compris, mais Non, mais c'est vous. L'idée, c'était de vous faire parler sur cette expression-là, qui, voilà, moi, je la trouve toujours intéressante, et de voir différentes perspectives par rapport à cette même expression-là. bien sûr, Euh, il me reste deux questions. La je vous en première prie. question, c'est innovation, compétition. On a souvent des rapports assez ambigus à cette question de compétition parce que quand on le voit bien, par exemple, en ce moment, les Chinois arrivent avec des voitures électriques je ne veux pas dire moins chères uniquement, mais dont la proposition de valeur est très attractive. On ne fera pas de politique, mais c'est de la compétition et
on voit que la compétition, ça peut détruire aussi. Hein? On va maintenant commencer. On l'a vu en Amérique du Nord quand les premières voitures japonaises sont arrivées dans les années 80, 70-80. On l'a vu ensuite quand les premières voitures coréennes sont arrivées dans les années 90. Ça fait beaucoup de mal à l'industrie locale. Donc, innovation, compétition, est-ce qu'on peut distinguer les deux ou les deux, en quelque part, vont de pair? Vous avez raison que l'innovation peut être destructrice, hein, effectivement, notamment des métiers ou des produits qui existaient avant. Hein, après, si je veux positiver un petit peu l'innovation, c'est aussi le domaine de l'océan bleu. Hein, tout le monde se bat et saigne dans l'océan rouge. L'innovation pour une entreprise, c'est une façon justement de sortir de la compétition. En créant un océan bleu dans lequel elle domine, etc. Ce qui effectivement va générer des effets indirects pour ceux qui ne sont plus dans ce marché-là. Mais vous voyez, je le positive en disant que l'innovation, c'est peut-être une façon aussi de sortir de la compétition pure et dure et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Et puis on voit des mécanismes, on en a vu beaucoup, de coopétition. C'est-à-dire qu'on va innover ensemble. Je prends le domaine des puces électroniques, par exemple. Hein, on l'a vu beaucoup. La R&D est tellement chère que vous avez des compétiteurs qui vont se mettre ensemble pour générer des projets de R&D, partager, mutualiser des ressources pour mieux se battre finalement ensemble sur les autres chaînes de la valeur et notamment sur les produits. Donc je pense que là aussi, il y a des hybrides à faire. Vous voyez, c'est pas forcément innovation versus compétition. On peut partager de l'innovation pour ensuite se battre les uns contre les autres. On peut créer de l'avantage concurrentiel par de l'innovation sans forcément détruire l'écosystème dans lequel on est, en associant les fournisseurs, les sous-traitants, etc., etc. Donc en tout cas, c'est une très bonne question. Et je pense qu'effectivement, il faut toujours être prudent quand on sort des innovations. J'aime bien dire ça parce que du coup, il y a le court terme de ce qu'on va gagner nous, mais il y a effectivement les effets indirects qu'une innovation peut faire, y compris les déformations de cette innovation. On a vu beaucoup d'innovations techniques qui deviennent des outils destructeurs. Hein. Je parle pas que de la bombe atomique, mais voilà. Et on a le même sujet avec l'IA. Innovation qui peut apporter énormément de valeur, qui peut en détruire aussi beaucoup, et qui peut changer totalement les terrains de jeu. Donc il y a une dimension éthique sur l'innovation qu'il est à mon avis nécessaire de se poser. Et Monsieur Pic, une dernière question. On a un auditoire très varié. J'aime bien management, innovation. C'est en apparence un peu irréconciliable. Je suis sûr que non. Je veux juste vous entendre. Comment manager l'innovation? Ah oui, je partage le fait que manager l'innovation est tout à fait possible et désirable. C'est-à-dire que l'innovation, c'est aussi des processus, tiens, pour y revenir. C'est aussi une certaine façon d'abord d'ouvrir la pensée, d'aller chercher ailleurs. Et ça se manage au sens de on met en place les conditions, les étapes pour pouvoir le faire, etc. Une innovation, c'est aussi s'inscrire dans un milieu. Donc regarder les alliés, les acteurs, l'écosystème dans lequel l'innovation se développe, etc. Et ça, c'est du management. Donc je pense qu'on peut appliquer beaucoup de techniques du management, voire je dirais même du leadership. Parce qu'un leader innovant, c'est un leader qui va amener la question qui dérange, le pas de côté, qui va forcer à ouvrir un peu les chakras. Vous voyez, on connaît tous des managers qui sont plutôt dans le comment on fait un peu technique, et puis d'autres managers qui sont dans l'inspiration, qui sont dans l'ouverture. Donc ça, je pense que la question de l'innovation, elle amène aussi un style de management qui est un petit peu différent du manager contrôleur, pour faire simple, mais du manager inspirationnel qui peut effectivement permettre à chacun de développer des idées nouvelles ou des initiatives. Donc je crois que c'est pas antinomique, c'est simplement un mode et un style de management un peu particulier, effectivement. D'accord. Nous allons, sur le podcast, on va commencer à s'intéresser à ces questions de leadership et je reviendrai vers vous pour vous poser toute une autre série de questions sur le leadership. Monsieur Pic, c'est un plaisir de vous entendre. Je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Difficile de résumer un entretien à la fois court et dense. Retenons surtout les fameux 5 C, commun, compétence, coordination, clan et coopération, comme ingrédients nécessaires mais non suffisants pour faire une équipe. Que l'évaluation de la performance d'une équipe est contingente de la finalité de ce pourquoi elle a été réunie. Que les équipes auto-organisées ne sont pas une panacée et qu'il faut se méfier des quêtes d'un modèle idéal. Une définition de l'innovation, l'art de faire les choses pas bien, et finalement que l'innovation, c'est aussi une question de management et de leadership.
J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et pour vous permettre de développer la croissance durable et profitable de vos organisations. Sur ce, à très bientôt.